Démarrer l'enregistrement. Si vous ne désirez pas apparaître sur l'enregistrement, vous pouvez tout simplement fermer votre caméra. Pour avoir moi-même, animé de nombreux webinaires, c'est aussi le fun quand les gens laissent leur caméra allumée, comme ça, les présentateurs n'ont pas l'impression de se parler tout seul devant leur écran. Donc, pour commencer, je me présente. Je m'appelle Marie-Claude Dufour. Je suis la directrice générale du réseau des centres de ressources périnatales du Québec. Le webinaire de cet après-midi est une initiative du réseau. Donc, juste rapidement, peut-être là, pour les personnes qui sont avec nous, mais qui ne font pas partie de notre beau réseau. Le réseau des centres de ressources périnatales, c'est un organisme qui rassemble, mobilise et soutient à ce jour 28 centres de ressources périnatales, donc les CRP, qui sont répartis dans 16 régions du Québec. On travaille aussi au réseau à consolider et à développer le modèle sur tout le territoire. Puis les CRP, pour ceux et celles qui ne le savent pas, qui ne travaillent pas dans un CRP, c'est des organismes à but non lucratif qui offrent des activités, des services qui sont accessibles à toutes les familles durant la grossesse et jusqu'à ce que bébé atteigne l'âge de 2 ans. Ça peut être, par exemple, des rencontres prénatales, du soutien en allaitement, des activités par enfant, des relevailles, la remise en forme, des groupes de soutien, etc., etc. Donc, toute la panoplie de services dont les familles peuvent avoir besoin durant la période périnatale. Le webinaire d'aujourd'hui va être d'une durée maximale d'environ 1h30. Il y aura une période de questions à la fin des présentations. Donc, on vous demanderait de conserver vos questions là, pour ce moment-là. Durant la période de questions, vous allez pouvoir lever la main et vous adresser en fait là, directement aux présentatrices en ouvrant votre micro. Ou encore, vous pouvez aussi là, écrire vos questions dans la boîte de discussion là, qui est située normalement au bas de votre écran, donc le fameux chat. Nous allons faire le tour là, des questions pendant la période de questions. On va vous demander, s'il vous plaît, de garder vos questions générales. Donc, évitez là, d'aborder des cas plus spécifiques ou des situations bien précises. Là, nos présentatrices sont pas des agentes là, qui répondent à des questions. Donc, c'est sûr que pour les cas très précis, là, on réfère les gens vers le régime québécois d'assurance parentale. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on a la chance d'avoir avec nous cet après-midi deux personnes du Conseil de gestion de l'assurance parentale, qui est en fait là, l'instance qui gère le régime québécois d'assurance parentale, donc le RQAP. Ces personnes-là vont venir nous parler des paramètres du régime et surtout particulièrement des nouvelles mesures qui ont été instaurées depuis 2020. Évidemment, on pense que le RQAP représente un beau levier pour favoriser la coparentalité, pardon, et la participation des deux parents auprès de l'enfant dès le départ. Donc, les nouvelles mesures sont intéressantes pour les parents, mais ne sont pas suffisamment connues. Donc, des actions comme aujourd'hui, ça contribue à les faire connaître, puis on peut tous être des relayeurs auprès des parents et des futurs parents. Donc, je vous présente nos invités. On a avec nous Marie-Josée Dutil. Marie-Josée est détentrice d'un baccalauréat en actuariat de l'Université Laval. Elle a débuté sa carrière en 2008 à la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurance. Elle a joint le conseil de gestion de l'assurance parentale en 2014 à titre de responsable des indicateurs de gestion et des statistiques, en plus d'assister l'actuaire en chef dans l'élaboration des évaluations actuarielles annuelles. Nous avons aussi avec nous Safa Raghed, qui, elle, est chargée de recherche et d'évaluation de programmes au Conseil de gestion de l'assurance parentale et aussi professeure associée au département d'économique à l'Université Laval. Elle détient un doctorat en économie de l'Université Laval. Ses travaux portent sur l'efficacité des politiques publiques, le décrochage scolaire et l'égalité des genres. Ses recherches actuelles sont axées sur la politique familiale au Québec, particulièrement les congés parentaux. Donc, mesdames, je vous cède la parole.
Est-ce que Safa ou Marie-Josée? Ah, je pense que Marie-Josée avait été déconnectée. Je viens de Ah, l'admettre. voilà. Un petit pépin, ça arrive. Donc, Marie-Josée va se charger du partage de la présentation. Donc, je joindrai nous sous peu. Elle est là. Je suis désolée. Petit problème d'Internet, ce qu'on ne peut pas vivre durant un webinaire. Donc, est-ce que c'est à nous de commencer? Tout à fait. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Claude, pour l'invitation aujourd'hui. On est très heureux, Safa et moi, d'être avec vous. Puis, juste sur une note un petit peu plus personnelle, ça me fait d'autant plus plaisir parce que j'ai pu bénéficier moi-même de vos services. Ma fille est rendue à 7 ans maintenant, mais à l'époque, j'étais à Lévis. Et donc, c'est Ressources Naissance, dans le coin de Lévis. Et puis, j'ai suivi des cours. J'ai même eu quelqu'un qui était venu à la maison là, pour me donner un petit coup de pouce pour les relevailles. Et puis, j'ai que de bons souvenirs des intervenantes aussi super dédiées, passionnées dans la bienveillance. Donc, vous avez une belle mission très importante. Sur ce, je vais partager la présentation. Et je vais donc vous montrer un petit peu le plan de match pour aujourd'hui. Ah, ça dit que je ne suis pas en mesure de partager. Il faudrait leur donner le co-hosting, Marie-Claude. Donc, je peux vous dire quand même tout de suite le petit plan de match pour aujourd'hui. C'est Safa qui va débuter. Elle va pouvoir vous parler un petit peu du conseil de gestion, qui on est, notre mission. Et ensuite, elle va vous parler évidemment du RQAP, donc les grandes lignes, les quelques retombées du RQAP. Et je vais ensuite poursuivre avec un peu plus de détails sur les paramètres du régime pour finalement vous parler des nouvelles mesures et de leur effet sur le comportement des parents. Je vais réessayer de partager. Oui, ça fonctionne. Donc là, je crois que vous êtes en mesure de voir la présentation. Ça fonctionne bien. Donc, C'est parfait. je te passe la parole, Safa. Ben, merci beaucoup, Marie-Josée. Donc, comme Marie-Jo disait, donc je vais commencer par présenter notre organisme, donc le Conseil de gestion de l'assurance parentale. Donc, le gouvernement du Québec a confié la gestion du régime québécois d'assurance parentale au Conseil de gestion de l'assurance parentale, qui est aussi fiduciaire du fonds d'assurance parentale, qui est un fonds autonome responsable de l'autofinancement du régime. Le Conseil est également appuyé par un conseil d'administration qui est formé de représentants du milieu des travailleurs, des travailleuses et des employeurs. Dans le fond, le CGAP, c'est vraiment l'expert gouvernemental en matière d'assurance parentale, d'où son rôle de conseil auprès de la ministre de l'Emploi. Donc, on conseille le gouvernement en toute question relative à l'assurance parentale. Et pour bien exercer son rôle, le Conseil veut surtout à demeurer attentif à l'évolution des besoins des parents et des employeurs. D'ailleurs, les modifications au RQAP introduites par la nouvelle loi et que ma collègue Marie-Josée va vous présenter tantôt, donc, ces modifications font écho à des transformations sur le marché du travail, dans la société. Puis il y a cette agilité en matière d'analyse des phénomènes qui touchent les nouveaux parents et les employeurs. Et c'est cette agilité qui permet au régime au RQAP de rester pertinent et de répondre aux besoins évolutifs des Québécois. Donc, ça, c'est une présentation rapide du Conseil de gestion de l'assurance parentale. Donc, parlons maintenant du régime en tant que tel, donc le RQAP. Donc, comme vous le savez certainement, le RQAP, c'est un programme qui vient assurer un remplacement de revenus pour les parents qui partent en congé pour accueillir un enfant nouvellement né ou adopté, et ce, en leur versant des prestations. Puis, à travers ces prestations, le régime vise à accroître la sécurité financière de nouveaux parents, à faciliter la conciliation famille-travail, à favoriser l'engagement des pères auprès des jeunes enfants en les impliquant davantage dans les responsabilités parentales. Donc, on voit bien que le RQAP représente un levier majeur de progrès en favorisant l'égalité hommes-femmes, particulièrement, puisqu'il tend toujours à stimuler un partage égalitaire de prestations entre les deux parents. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'il s'agit d'un régime assurantiel. Donc, un revenu de travail est requis pour bénéficier des prestations RQAP. Il faut avoir touché un revenu
pour y avoir droit. Je vais vous parler maintenant je vais faire un petit survol rapide historique de certains moments marquants qui ont abouti à la création du RQAP. Donc, dans le fond, c'est à la fin des années 80 que la revendication pour l'instauration d'un régime d'assurance parentale propre au Québec prend son envol. Donc, les premières actions collectives étaient amorcées par les mouvements féministes, syndicaux et communautaires. Et ça a été en réaction aux dispositions du fédéral à l'époque qui était vu comme plutôt axé sur la gestion du chômage et pas nécessairement conçu pour assurer aux travailleurs québécois les conditions adéquates pour la prise d'un congé parental. Et c'est en 1996, lors du sommet sur l'économie et l'emploi, que le consensus social autour d'un régime propre au Québec se solidifie avec l'adhésion de grandes associations patronales. En 2001, l'Assemblée nationale donc, adopte à l'unanimité la loi sur l'assurance parentale, ce qui a posé les grandes balises du futur RQAP. Puis après de nombreuses discussions et négociations, le gouvernement du Canada et celui du Québec donc, conviennent en 2005. Donc là, parce que j'ai perdu le partage, mais je ne sais pas. Donc, est-ce que tout le monde voit la présentation? Je pense, ça On voit a... que Marie-Josée a été déconnectée. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu le partage. Est-ce que, je ne sais pas, David, si tu es à l'écoute, s'il y a moyen de nous la transmettre pour que nous, on Moi, puisse je la l'ai. projeter? Tu l'as? OK. Oui. Peux-tu la projeter, s'il te plaît, Marnelle? Oui. J'ai juste trouvé Désolée pour l'endroit où on était rendu. Ça sera pas bien long. 8 secondes. Ah, j'y arrive. On aurait dû prévoir une petite musique pour l'attendre. Est-ce que vous le voyez? Voilà. On voit Zoom. Vous êtes resté dans Zoom? On voit, en fait, on voit ton navigateur Internet Ah, au lieu de la présentation. j'ai peut-être partagé On l'écran. va y arriver. Voilà. Désolée Tellement du... désolée, c'est la première fois que ça arrive. Mon Internet est vraiment instable. Ah, merci, Safa. Non, Puis, en fait, Marnelle va projeter la présentation, puis juste à nous dire OK. quand changer sa part. Tu peux reprendre. Désolée. Donc, c'est ça. Donc, j'étais rendue à peu près à Ici, 2004-2005. Exactement, exactement. Donc, c'est après plusieurs négociations que le gouvernement de Québec et celui de Canada conviennent en 2005 d'une entente permettant de concrétiser la prise en charge par le gouvernement de Québec des responsabilités en matière d'assurance parentale. Puis, un des principes fondamentaux de cette entente, c'est l'équivalence des prestations. Donc, ce qu'on entend par ça, c'est que le RQAP doit garantir des prestations substantiellement équivalente à celle auquel le prestataire aurait eu droit en vertu du régime d'assurance emploi fédéral. Les activités de conseil de gestion de l'assurance parentale ont débuté la même année, en 2005, et le premier mandat du conseil était de mettre en œuvre le RQAP qui entre finalement en vigueur le 1er janvier 2006. Plus récemment, donc, on a notre fameuse nouvelle loi, la loi qui vise à améliorer la flexibilité du régime d'assurance parentale, favoriser la conciliation famille-travail. Et c'est cette loi que ma collègue Marie-Jo va vous présenter tantôt. Donc, si on passe à l'autre diapo, donc là, je vais vous parler un petit peu des financements des régimes. Donc, le RQAP, c'est exclusivement financé par les cotisations des employeurs, des travailleurs et des travailleuses au fonds d'assurance parentale. Le revenu maximal assurable pris en compte pour le calcul du montant des prestations s'élève à 91 000 pour 2023, puis il va passer à 94 000 en 2024. Donc, c'est un revenu qui est ajusté le 1er janvier de chaque année selon le taux fixé par la Commission des normes.
Donc, pour tout ce qui est taux de cotisation, donc on voit bien que ça varie selon le type de cotisant. Donc, les salariés, les employeurs et les travailleurs autonomes cotisent à des différents taux. Puis, il est important pour le Conseil de l'ERGAP de maintenir ces taux, une certaine stabilité de taux. Donc, d'ailleurs, pour l'année prochaine, 2024, les mêmes taux vont demeurer inchangés. Puis, il faut noter aussi que depuis la création du régime en 2006, les cotisants québécois obtiennent une réduction de cotisation à l'assurance emploi, puisque le Québec dispose de son propre régime d'assurance parentale. Donc, ce rabais vise, dans le fond, à refléter les économies au régime d'assurance emploi par le fait qu'il ne verse plus des prestations parentales au Québec. Donc, si on passe à l'autre diapo, c'est toujours côté financement fonds. Merci. Donc, le financement est basé sur un équilibre entre les cotisations et les prestations. À titre annuel, donc on voit que environ 3 milliards de dollars de revenus de cotisations rentrent au fonds. À peu près la même somme est versée en prestations. Donc, le principe, c'est que les entrées de fonds sont suffisantes pour financer les sorties en prestations. Donc, en cas de déséquilibre, le principal outil pour agir, pour ajuster sur les taux de cotisation, mais il faut garder que l'objectif, c'est de disposer des sommes nécessaires pour payer les prestations aux parents admissibles, mais en considérant l'effet sur les cotisants. Donc, pour finir sur le financement, donc on voit que le fonds est en bonne santé financière, comme en témoigne son solde qui se chiffre à environ 400 millions de dollars. Je voulais maintenant présenter quelques chiffres sur l'origine, donc la slide, merci. Donc là, depuis sa création, le RQAP a servi quelques 2 millions de parents prestataires depuis 2006. Il a versé environ 32 milliards de dollars en prestations et il couvre 90% des naissances au Québec. Donc, cette belle performance, elle distingue l'RQAP non seulement du régime fédéral, mais également d'autres régimes parentaux ailleurs dans le monde. Donc, si on passe à l'autre diapo, donc il y a une analyse de l'UNICEF qui classe le Québec 4e par rapport aux pays à revenus élevés en matière de politique familiale. Donc, et ce classement, les indicateurs utilisés pour dresser ce classement se basent sur les paramètres des politiques familiales, des politiques, donc les congés parentaux, mais aussi les services de garde. Et puis, selon la même source, la même analyse de l'UNICEF, le Québec se situe également bien au-dessus de la moyenne de l'OCDE en matière de générosité de prestations parentales. Donc, ils ont pris en compte les durées de prestations offertes et le taux de remplacement de revenus proposé par le RQAP. Donc, si on passe, s'il vous plaît, à l'autre diapo. Donc, c'est ça, donc le CGAP, donc on est vraiment fiers des retombées et des avancées sociales auxquelles a contribué le RQAP. Donc, on note surtout l'effet sur les femmes. Donc, beaucoup de travaux de recherche ont montré que les mères québécoises exposées au RQAP sont plus susceptibles de participer à la population active. D'ailleurs, comme on peut le voir sur ce graphique, depuis plusieurs années, le taux d'activité des mères québécoises ayant un enfant de moins de 3 ans est supérieur à celui de l'Ontario et à celui de la moyenne canadienne. Donc, en 2022, au Québec, c'était environ 82% versus 78% ailleurs. Et au-delà du taux d'activité, certains travaux m'ont montré que le RQAP a également un effet d'autres retombées, qui a surtout un effet positif sur le revenu de travail des mères après leur période de prestation. Donc, ce qu'on a noté juste dans la slide, dans la diapositive d'après. Donc, là, en comparant les mères bénéficiaires du RQAP versus les mères qui ne sont pas bénéficiaires au Québec, puis on trouve qu'il y a un effet positif pour les mamans québécoises exposées au régime quand ils reprennent sur leur revenu, quand ils reprennent le travail après leur congé parental. L'effet RQAP sur la participation des familles à faible revenu est également considérable. Donc, l'instauration du régime a permis d'offrir une couverture plus accessible et généreuse aux nouveaux parents. Au-delà de ces retombées financières, il y a l'effet positif des régimes parentaux sur la santé des mères, qui a été documenté dans la littérature scientifique.
et plus spécifiquement sur leur santé mentale. Donc, les congés de maternité, bien évidemment rémunérés, contribuent à réduire la détresse psychologique, l'anxiété et la dépression postpartum. Mais l'offre même de congés de paternité exclusifs au papa, ça contribue également à la bonne santé mentale des mères. Donc, là, il faut surtout noter l'impact indéniable du RQAP sur la participation des pères québécois aux congés parentaux. Donc, l'instauration d'un régime paternité exclusif au père et en encourageant le partage des prestations entre le couple a conduit à une présence accrue des pères au congé parental, ce qui a à son tour amené une plus grande égalité conjugale dans la répartition des soins aux enfants et du travail domestique, qui est susceptible de continuer. Donc, la recherche a montré que cela c'est susceptible de persister, de continuer bien après le congé. Et ça permet à la mère de retourner sur le marché du travail plus rapidement et d'en consacrer plus de temps au travail rémunéré. Donc là, on voit qu'à moyen et long terme, ça contribue à réduire les écarts de genre, à la fois dans la sphère privée que professionnelle. Donc d'ailleurs, la recherche aussi ont montré que l'engagement ou l'investissement des pères dans les premiers mois de la vie de leur enfant pourrait avoir une influence durable sur leur identité et peut bien les amener à concevoir différemment leur rôle parental. Donc, pour finir sur les retombées économiques et sociales d'origine, donc j'en ai mentionné les importants effets. Donc, je voulais finalement souligner le fait que le RQAP a réussi à modifier les attitudes face à la prise des congés chez les hommes et à créer une norme sociale où les milieux de travail sont de plus en plus ouverts à la volonté des papas à consacrer plus de temps à leurs enfants. Ils sont plus réceptifs au fait que les pères québécois s'absentent à la venue de leur nouveau bébé. Donc, ça fait un petit peu le tour des éléments que je voulais partager avec vous. Pour le reste, donc, je cède maintenant la parole à ma collègue Marie-Josée, qui va vous parler un petit peu du côté plus technique du régime et des effets des nouvelles mesures. Oui, merci. Donc, les principaux paramètres du régime, je pense qu'on peut poursuivre comme ça avec votre partage à l'écran. Ça va être plus stable pour moi. Parfait. Donc, beaucoup de choses à la page 15, donc on peut poursuivre. Oui, on débute les principaux paramètres du régime avec la période de référence, donc à la page suivante. Oui, donc premier paramètre, la période de référence. En fait, la période de référence, elle est consultée pour deux choses. D'abord, pour déterminer l'admissibilité du parent au RQAP. Ça fait référence à ça en début de présentation. Le RQAP, c'est un régime d'assurance, donc il faut avoir touché un revenu pour y avoir droit. En fait, il faut que le parent ait cumulé un revenu d'au moins 2000 $, donc au moins 2000 $ de revenus assurables dans la période de référence pour être admissible au RQAP. Évidemment, il y a d'autres critères d'admissibilité aussi qui viennent s'ajouter, le fait de résider au Québec, par exemple. Mais bon, ça, c'en est un, le critère de revenu. Ensuite, la période de référence, elle est aussi consultée pour déterminer le montant des prestations auxquelles le parent a droit. Parce que c'est à l'intérieur de cette période-là qu'on va venir chercher des semaines de revenus pour calculer le revenu moyen du parent, à partir duquel on va calculer le montant des prestations. Donc, à quoi ça correspond la période de référence plus précisément? Ben là, vous le voyez à l'écran, c'est le tableau qu'on vous a mis. En fait, ça dépend du statut de travailleur du parent. Donc, pour un parent qui serait un travailleur salarié, en fait, la période de référence correspond à la période de 52 semaines qui précède le début de la période de prestation. Alors que pour un travailleur autonome, c'est plutôt l'année civile antérieure à la période de prestation. Même chose pour les RIRTF, donc les ressources intermédiaires ou de type familial, c'est-à-dire les familles d'accueil. Et même chose aussi pour les travailleurs mixtes, c'est-à-dire ceux qui combinent plus d'un type de revenu à la fois. Ensuite, il y a d'autres exceptions qui peuvent s'appliquer. Il y a des exceptions aussi pour les travailleurs autonomes, mixtes et les ressources intermédiaires de type familial qui en sont à leur première année d'exploitation. Pour eux, on va venir prendre l'année civile en cours, donc ils vont avoir à estimer leurs revenus pour l'année en cours. Donc, ça fait le tour. On peut passer à la page suivante. Une fois qu'on a donc déterminé la période de référence,
Mais là, ensuite, on peut vraiment aller calculer le revenu hebdomadaire moyen, donc le revenu moyen du parent, qui va servir ensuite à calculer la prestation. Donc, la prestation, là, elle est calculée en pourcentage de ce fameux revenu hebdomadaire moyen-là. Donc, encore une fois, le calcul va différer selon le statut de travailleur du parent. Donc, par exemple, pour le travailleur salarié, on va venir prendre la moyenne des 26 dernières semaines qui comportent un revenu assurable dans la période de référence. Donc, si jamais il y a des semaines à 0 revenu, on va venir les sauter. On va venir chercher les 26 dernières semaines avec du revenu. On va calculer la moyenne là-dessus. Alors que pour les travailleurs autonomes et les ressources intermédiaires de type familial, on va plutôt venir prendre le revenu net de l'année civile précédente, donc revenu moins dépenses, le revenu net, divisé par 52. Vous le voyez à l'écran, pour les travailleurs mixtes, là, c'est vraiment le plus avantageux des deux calculs salariés ou travailleurs autonomes. Et pour les nouveaux, encore une fois, ça va être le revenu de l'année en cours divisé par 52. Donc, on peut passer à la page suivante. Donc là, on est venu vraiment établir le revenu hebdomadaire moyen du parent et la prestation est en pourcentage de ça. Donc là, vous le voyez, on vous a mis à l'écran les différents types de prestations qui sont offertes aux familles biologiques, donc dans le cas des naissances. Donc, je peux passer rapidement le tableau avec vous. Je rappelle d'abord qu'il y a 2 options de couverture qui sont possibles pour les familles. Il y a d'abord le régime de base, qui est le régime plus long, qui offre un taux de remplacement de revenus qui varie entre 55 et 70 %. Et il y a le régime plus court, le régime particulier, qui offre moins de semaines, mais avec un taux de remplacement de revenus qui est de 75 % pour toute la durée du congé. Il y a différents types de prestations qui sont offertes. D'abord, les prestations de maternité. Donc, ces prestations-là ont des finalités bien propres, différentes des autres types de prestations, parce qu'elles sont vraiment offertes à la mère biologique pour lui permettre de se remettre des effets physiologiques de la grossesse et de l'accouchement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont aussi versées dans les cas d'interruption de grossesse, qui sont postérieures à la 19e semaine de grossesse. Donc, 18 semaines au régime de base, 15 semaines au régime particulier. Ensuite, il y a les prestations de paternité qui sont exclusives au père, mais qui sont aussi versées à la conjointe de celle qui accouche pour les couples de même sexe. 5 semaines au régime de base, 3 semaines au régime particulier. Il y a une petite nouveauté, donc la 3e ligne du tableau, là, les prestations parentales exclusives. Donc ça, c'est une nouveauté qui a été introduite par la loi de 2020. Donc, dans certains cas particuliers, on peut verser des prestations supplémentaires. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a naissance multiple, donc pour les parents de jumeaux, et aussi dans les cas de parents seuls, donc un parent qui serait mentionné seul sur l'acte de naissance. Et finalement, il y a aussi les prestations parentales qui sont partageables entre les parents. 32 semaines au régime de base, 25 semaines au régime particulier. Et là, vous voyez dans le tableau, à la fin, là, un petit +4 et un petit +3. Ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le bonus au partage, mais on va pouvoir y revenir parce que ça fait partie des nouveautés aussi de la loi de 2020. Donc, si on passe au tableau suivant, on a aussi mis ici les prestations qui sont offertes aux familles adoptantes. Faut savoir qu'avant la nouvelle loi de 2020, les familles adoptantes avaient accès uniquement à des semaines de prestations partageables. Et là, avec la nouvelle loi, on est venu introduire des semaines exclusives à chacun des parents adoptants. Et on est aussi venu introduire un nouveau type de prestation qui est la prestation d'accueil et de soutien qui est partageable entre les parents. Ce qui fait que maintenant, les familles adoptantes ont accès au même nombre de semaines au total que les familles biologiques. Et évidemment, les prestations aussi qui peuvent s'ajouter dans des cas plus particuliers comme le bonus au partage et tout ça, évidemment, ça s'applique aussi aux familles adoptantes. Donc, on peut passer à la page suivante. On vous a mis de l'information aussi sur la période de prestation. Donc, c'est quoi la période de prestation? C'est vraiment la période à l'intérieur de laquelle les parents peuvent prendre leurs prestations. Donc, on le voit, les prestations de maternité, je le disais plus tôt, ont des finalités un peu différentes des autres types de prestations. Et elles ont aussi une période de prestation aussi différente. Les mères peuvent débuter leurs prestations de maternité avant l'accouchement, donc jusqu'à 16 semaines avant la semaine prévue d'accouchement. Et elles ont une période de 20 semaines suivant la semaine de l'accouchement pour pouvoir écouler toute leur maternité, toutes leurs prestations de maternité. Alors que dans le cas des prestations de paternité et les prestations parentales,
Les parents peuvent les débuter au plus tôt la semaine de la naissance de l'enfant, et puis ensuite, ils ont une période de 18 mois suivant la semaine de la naissance pour pouvoir les écouler. Pour les adoptions, vous le voyez à l'écran, donc les parents ont aussi une période de 78 semaines suivant la semaine de l'arrivée de l'enfant pour écouler leurs prestations. Et pour ce qui est du début des prestations, ça diffère selon le lieu d'adoption. Donc, les parents qui adoptent hors Québec peuvent débuter leurs prestations un petit peu plus tôt parce qu'évidemment, ils ont souvent à se rendre à l'extérieur du pays pour pouvoir aller accueillir leur enfant, donc ils peuvent débuter un petit peu plus tôt. Ça fait le tour et on peut passer à la page suivante. Ici, on vous a mis aussi certains ajustements qui peuvent se faire aux prestations. Donc, il y a une majoration des prestations, des règles aussi qui font en sorte que les parents peuvent continuer à gagner certains revenus de travail en cours de prestation. Mais je n'irai pas plus loin tout de suite parce qu'on va y revenir plus tard dans la présentation, étant donné que ces nouvelles règles-là, en fait, ces règles-là ont été bonifiées avec la loi de 2020. Donc, on va y revenir. Donc, on peut passer à la page suivante. Oui, on entre maintenant dans le vif du sujet, donc les nouvelles mesures et leur effet sur le comportement des parents. Alors, à la page suivante. Oui, bien, juste rappeler ici, en fait, que la nouvelle loi a été sanctionnée à l'automne 2020, puis que la plupart des mesures sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021. La loi aussi avait 3 grands objectifs. Premièrement, améliorer la flexibilité du RQAP, qui a l'avantage aussi des employeurs dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Ensuite, encourager un plus grand partage des prestations à l'intérieur des couples. Safa vous a parlé tantôt des avantages aussi qu'il y avait un partage plus égalitaire des prestations entre les parents. Et finalement, adapter le RQAP à certaines situations particulières. À la page suivante. Donc, l'une des premières mesures dont je vais vous parler, c'est en lien avec la période de prestation. Donc, la période à l'intérieur de laquelle les prestations peuvent être prises, ça a été prolongé. Parce qu'avant la nouvelle loi 2020, les parents avaient 52 semaines suivant la naissance pour pouvoir écouler l'ensemble de leurs prestations. Et là, ça a été prolongé à 78 semaines, donc environ 18 mois pour prendre leurs prestations. Donc ça, c'est une belle mesure qui est venue vraiment ajouter de la flexibilité pour les familles, pour leur permettre d'écouler l'entièreté de leurs prestations. Puis dans le fond, ça leur donne aussi un peu plus de temps pour ceux qui souhaitent fractionner leur congé, parce que c'est possible de prendre certaines semaines de prestations, de revenir au travail, puis de se garder certaines semaines de prestations pour pouvoir les prendre un peu plus tard, au moment qui est le plus opportun, autant pour la famille que pour le travail, pour l'employeur. Parce qu'il faut quand même mentionner aussi que pour fractionner son congé, il doit y avoir une entente entre l'employé et l'employeur. Donc, ça prend aussi l'accord de l'employeur. Donc, qu'est-ce que ça a eu comme effet, cette mesure-là? On peut le voir à la page suivante. Donc, ici, on a sorti déjà quelques données sur l'année 2021. Donc, ce qu'on peut voir dans nos données, c'est que pour le moment, c'est une famille sur 5 qui utilise la période supplémentaire de 6 mois pour prendre des prestations. Puis, le graphique qu'on vous a mis, ça fait référence à la durée des prestations utilisées. Donc, c'est la proportion, en fait, des semaines réellement utilisées par les familles. On peut voir la ligne que vous voyez en noir, c'est la proportion des semaines utilisées par les familles pour les salariés, chez les salariés. Donc, on voit quand même que c'est très élevé depuis 2006. Mais par contre, il y a d'autres clientèles où c'était un petit peu plus faible, notamment chez les travailleurs autonomes. Donc, ça, c'est la ligne la plus basse que vous voyez là, en bleu-vert. Donc, puis ce qu'on peut voir surtout, c'est qu'en 2021, ça augmente. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'utilisation des semaines de prestations par les travailleurs autonomes tend un peu à rejoindre l'utilisation des autres prestataires, donc des salariés. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'écart se rétrécit entre les deux groupes. À la page suivante. Une autre des mesures qui a été introduite aussi par la nouvelle loi, revenu gagnant en cours de prestation. Donc, c'est possible pour un parent qui souhaite de conserver une certaine présence sur le marché du travail en cours de prestation. Ça, c'est quelque chose qui était aussi possible avant, qui était possible depuis 2006, depuis l'entrée en vigueur du régime.
C'est juste qu'au-delà d'un certain montant, ben là, la prestation est réduite. Et ce fameux montant-là, qui est permis, qu'on appelle le montant d'exemption, en fait, a été bonifié avec la nouvelle loi. Donc, ça veut dire que les parents peuvent davantage travailler en cours de prestation s'ils le souhaitent. Et même, les nouvelles règles font en sorte que un parent pourrait même décider de combler l'écart qu'il y a entre le montant de sa prestation et son revenu hebdomadaire moyen. Donc, on a mis un exemple à l'écran. Si on prend l'exemple d'une mère qui a un revenu de 52 000 par année, donc ça lui donne un revenu de 1 000 par semaine. Donc, sauf exception, cette mère-là, normalement, aurait un revenu hebdomadaire moyen de 1 000 par semaine. Donc, si elle choisit le régime de base, le régime long, ça veut dire que dans la première partie de son congé, elle aurait une prestation de 700 et ensuite, sa prestation diminuerait à 550 dans la deuxième partie de son congé. Donc, cette mère-là pourrait, si elle le souhaite, venir combler l'écart, donc avoir des revenus de travail qui pourraient aller jusqu'à 300 durant la première partie de son congé et même jusqu'à 450 durant la deuxième partie de son congé, sans même que sa prestation soit affectée. Évidemment, donc, supposons qu'elle gagnait 451 bien là, le 1 viendrait réduire sa prestation. Donc, elle aurait une prestation de 549 Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais quand même, 450 qu'elle pourrait gagner sans aucune réduction de cette prestation, ça représente pour une travailleuse à temps plein 2 jours semaine. Donc, c'est quand même très intéressant comme mesure. Et donc, ça permettrait à cette mère-là de pouvoir vraiment maintenir le même niveau de revenu avant, pendant RQAP. Donc, on peut passer à la page suivante. Donc, c'est une belle mesure qui vient favoriser la sécurité financière des parents et c'est ce qu'on voit dans le graphique aussi. Ce qu'on a mis, c'est vraiment la proportion des parents qui travaillent en cours de prestation et qui reçoivent tout de même une pleine prestation, donc sans aucune réduction. Et ça a plus que doublé avec les nouvelles règles. Donc, c'est très positif. Maintenant, à la page suivante, on voit ici une autre mesure aussi qui vise à favoriser la sécurité financière des parents, c'est la majoration des prestations. Donc, la majoration des prestations, c'est une mesure qui est destinée aux parents à plus faible revenu. C'est une mesure, encore une fois, qui existait depuis 2006, depuis la création du RQAP, depuis l'entrée en vigueur du RQAP, mais qui couvre davantage de parents avec les nouvelles règles qui ont été introduites, qui couvre plus de parents. Et aussi, les montants versés sont encore plus avantageux. Donc, les montants ont été bonifiés. Donc, c'est une mesure qui maintenant est calculée sur une base individuelle. Donc, chaque parent est admissible selon son revenu propre à lui. Les parents n'ont pas à faire quoi que ce soit là, de demande supplémentaire pour ça. Quand ils font leur demande standard au RQAP de prestation, le calcul se fait automatiquement. Dès que leur revenu hebdomadaire moyen est en dessous d'un certain seuil, ils peuvent avoir accès à une bonification de leurs prestations. Et ce fameux seuil-là, qui les rend admissibles, est basé sur le salaire minimum au Québec. Et donc, ça veut dire qu'il est aussi ajusté annuellement. Ça, c'est intéressant. Puis les premières données recueillies montrent déjà des super beaux effets. On voit que la proportion des parents qui ont reçu une prestation majorée a plus que doublé avec les nouvelles règles. Et c'est particulièrement avantageux pour les travailleurs autonomes parce que selon les premières données recueillies, c'est environ 50% des travailleurs autonomes qui se qualifient à cette mesure-là, alors que c'était de 8% historiquement. Donc, c'est très, très positif aussi. Maintenant, à la page suivante. Oui, donc, je vais juste aller voir le fameux bonus. Ou je peux y aller tout de suite. Est-ce que tu peux aller à la page suivante, s'il te plaît? Oui, parfait. Oui. Donc, le nouvel incitatif au partage. Donc, ce qu'on appelle, nous, le bonus au partage. Oui, c'est parfait, cette page-là. Donc,
Ah, ma connexion Internet est un peu instable. On se croiser les doigts. Le fameux bonus au partage, donc c'est une des mesures fortes de la nouvelle loi. En fait, dès que chaque parent prend un minimum de semaines de prestations partageables, ça fait en sorte que la famille a droit à des semaines supplémentaires. Donc, par exemple, si une famille se tourne vers le régime de base, le régime plus long, mais dès que chaque parent prend un minimum de 8 semaines de prestations partageables, il y a 4 semaines supplémentaires qui sont offertes à la famille. Donc, c'est une belle mesure qui vient encourager et soutenir les parents qui souhaitent tendre vers un partage plus égalitaire des prestations. C'est une mesure aussi qui, on pense, devrait susciter la discussion dans les couples, parce que ce qu'on entendait beaucoup aussi, c'est que les prestations parentales partagent prioritairement la mère. Et donc, c'est une mesure qui risque de susciter beaucoup la discussion dans les couples. C'est une mesure, évidemment, qui, en soutenant les parents qui veulent tendre vers un partage plus égalitaire, ben, a plein de bienfaits. Safa en a mentionné quand même plusieurs aussi tantôt. Plus un père s'implique tôt auprès de son nouveau-né, plus son implication risque d'être grande aussi à moyen et long terme. Ça peut aussi contribuer à lever les obstacles que vivent certaines mères dans leur cheminement de carrière parce que, évidemment, si le père prend un petit peu plus de semaines, ben, la mère risque aussi de revenir au travail un petit peu plus tôt. Donc, c'est une mesure qui a plusieurs bienfaits, mais aussi qui reste quand même respectueuse du choix des parents, qui sont les mieux placés pour pouvoir vraiment déterminer la meilleure façon pour eux de disposer des semaines selon leur propre réalité aussi. Et je le disais aussi d'entrée de jeu, c'est une mesure qui, évidemment, s'applique aussi aux familles adoptantes. Donc, à la page suivante. Maintenant, pour les familles adoptantes, je l'avais mentionné un petit peu aussi en début de présentation. Donc, les familles adoptantes, avant la nouvelle loi de 2020, avaient accès uniquement à des semaines qui étaient partageables. Maintenant, il y a des semaines exclusives qui ont été introduites à chacun des parents. Et il y a aussi une nouvelle prestation d'accueil et de soutien qui a été introduite, ce qui fait que la durée totale est maintenant la même pour les familles adoptantes que pour les familles biologiques. Le fait d'avoir introduit des prestations qui sont exclusives à chacun des parents a fait en sorte d'augmenter la participation des parents. Et donc, on a beaucoup plus d'adoptions couvertes par le régime où les deux parents viennent demander des prestations. Donc ça représente plus d'une adoption couverte au régime sur deux. C'est le 56 que vous voyez à l'écran en 2021. Alors que historiquement, on voit que c'était plutôt autour de 30 Donc, ça fait une belle augmentation de la participation des deux parents. Et puis, ben, juste rappeler là, que les adoptions, en fait, on a environ 400 adoptions couvertes par année au régime. Donc, ça représente environ le 0,5 de nos événements total couverts. On peut passer à la page suivante. Oui, et finalement, d'autres mesures d'adaptation qui ont été aussi introduites. En fait, il y a des semaines supplémentaires qui sont maintenant offertes aux parents de jumeaux et aux parents seuls qui apparaîtraient sur l'acte de naissance. Donc, 5 semaines par parent au régime de base. Ce qu'on voit déjà, c'est que c'est très utilisé au niveau des naissances et des adoptions multiples. On voit que c'est 94 des parents admissibles qui l'utilisent. Donc, ça confirme qu'il y avait vraiment un besoin aussi à ce niveau-là. Pour ce qui est des parents seuls, il y a 5 semaines aussi qui sera offert de façon supplémentaire à un parent seul sur l'acte de naissance. Mais cette mesure-là est entrée en vigueur un petit peu plus tard. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022, ce qui fait qu'on n'a pas encore de données à vous partager pour le moment sur celle-là. Et ensuite, à la page suivante, on a une espèce de résumé de l'effet de la nouvelle loi sur la durée des prestations. Donc ça, c'est à la page suivante. Est-ce qu'on est au bon endroit, Marie-Josée? Ah, pardon? On est au bon endroit? Oui, là, c'est parfait. Je sais pas, je pense qu'il y a un petit lag là, avec ma connexion, là. Oui, c'est ça, ce graphique-là. Ah, juste le graphique juste avant celle-là.
Moi, en ce moment, je vois les ressources disponibles pour les parents C'est qui sont l'effet publiques. global des nouvelles mesures sur la durée Ah du oui, parentale? Parfait. c'est ça. Ouais, je la vois pas encore, moi. Bon, en tout cas, si vous la voyez, je peux la commenter quand même. L'effet global des nouvelles mesures, exactement. Je pense que vous devriez voir normalement un graphique avec deux courbes. Donc, c'est vraiment la durée des prestations prises par les parents, par les mères et les pères. Donc, on a vraiment le nombre, moins de semaines utilisées par l'ensemble de nos prestataires, mères et pères. Ce qu'on peut voir, c'est que c'était très, très stable depuis de 2006 à 2020. Chez les pères, là, les pères prenaient en moyenne 9 semaines. Ça, c'est tout type de prestations confondues. Donc, semaines de paternité, les semaines de prestations parentales. Et c'est en moyenne sur tous nos pères prestataires, c'était 9 semaines une fois arrondi. Et là, avec les nouvelles mesures, ça a augmenté à 10 semaines, si on arrondit. Et chez les mères, ben, c'était 5 fois plus. C'était de 45 semaines, tout type de prestations confondues. Et là, on a augmenté à 46 semaines en 2021. Donc, ben, c'est positif, ça fait plus de temps auprès des nouveau-nés, autant chez les mères que chez les pères. Et tout ça en sachant qu'évidemment, la nouvelle loi est venue ajouter certaines semaines dans certains cas, mais offre aussi globalement, comme je disais, plus de flexibilité et une meilleure sécurité financière aussi pour les parents. Donc, c'est des beaux effets pour la nouvelle loi. Donc, ça fait le tour des nouvelles mesures. Et là, on terminait avec une page sur les ressources. Dans le fond, de ne pas hésiter à aller consulter les ressources si vous voulez inviter les futurs parents à aller consulter les ressources. En fait, il y a un simulateur pour le calcul qui est disponible sur le site web du RQAP. Évidemment, il y a toujours le service à la clientèle aussi, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Puis peut-être juste terminer en disant que c'est ça, la planification, c'est très important pour les parents. Donc, des belles mesures qui sont offertes. Et puis, plus on en parle tôt, ben plus c'est positif, plus on peut choisir la façon la plus optimale de pouvoir disposer de ces semaines de prestations-là. Donc, ça ferait le tour de la présentation. Super, merci beaucoup, Marie-Josée et Safa. Donc, on peut passer à la période de questions, puis ben, peut-être arrêter l'enregistrement aussi, Marinelle, pour